Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, nous sommes partis pour un nouveau top perso les amis. Et après avoir abordé le dernier, il me semble que c'était le fameux top 50 sur les personnages de Fairy Tail. Et bien aujourd'hui nous sommes partis pour un top 10 des pires films que je considère être comme les pires films Disney. Voilà, donc encore une fois, ce classement est tout à fait subjectif, il n'appartient qu'à moi. Vous êtes libre de faire votre propre classement et votre propre avis dans les commentaires, donc pas besoin de s'écharper entre nous. Disney, comment ne pas parler de Disney, cette fameuse licence avec laquelle on a été bercé depuis qu'on est tout bébé, avec laquelle on a grandi, on a évolué, on a mûri, on a eu un œil plus adulte, plus analyste grâce à Disney. Disney a pu produire de merveilleux chefs-d'œuvre à travers le temps, il est vrai, pas besoin de les citer, on les connaît tous, entre autres, Le Roi Lion, Le Bossu de Notre-Dame, Aladdin, La Reine des Neiges, voilà, il y en a quand même une bonne petite pléthore de grands classiques Disney, mais il y a eu beaucoup de films moyens et de films très mauvais, et c'est bien justement ces derniers que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, via un top 10, donc sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec la 10e place. Je vous rassure quand même, la 10e place ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas une honte d'être 10e, donc que Volt se rassure, être 10e n'est pas une tare. Il y a quand même des films bien pires au-dessus, mais ce film n'est pas excessivement génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'apprécie énormément dans Volt, et je pense que, vu que c'est le thème principal du film, c'est très intéressant d'en parler, c'est que ce film nous montre l'envers du décor, du monde des stars, des célébrités, avec le principal protagoniste, en l'occurrence Volt, où il est emprisonné dans cette vie en carton, cette vie irréelle, presque utopiste, où voilà tout ce qu'il vit, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il essaye de faire, c'est une véritable aventure, presque un scénario de film, alors que bah non, c'est pas du tout comme ça, il y a une véritable vie qui est également en dehors du studio, et c'est là aussi où le film est très intéressant, c'est qu'il va nous montrer bien véritablement l'envers du décor, comment est-ce que Volt vit sa vie, comment est-ce qu'il la ressent, et comment est-ce que les gens en dehors la perçoivent, comment est-ce que c'est réellement la vraie vie. Donc voilà, c'est assez complexe, mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant dans ce film, c'est vraiment un petit peu démontrer l'envers du décor, du strass, des paillettes, alors qu'en fait, la vie à Hollywood, c'est pas si joyeux que ça finalement. Et vous savez, ce qui est assez amusant avec ce film, et ce qui me saoule le plus dans ce Disney, c'est le héros lui-même, donc c'est-à-dire Volt. Je ne supporte pas ce personnage, je trouve que il évolue trop tardivement, entre guillemets. Le déclic se fait trop tard dans le film où il comprend que voilà, la vraie vie, c'est pas du tout vivre des aventures face à un méchant qui complote contre le monde entier, non. C'est aussi partager des petits bonheurs, des petits moments de joie avec les amis, d'avoir quelques petites souffrances aussi qui sont normales dans le quotidien. Mais ça, le personnage prend énormément de temps avant de le comprendre et de le réaliser. Donc ça m'énerve un petit peu que Volt soit toujours dans une position très sectaire. Il est très droit, il n'a pas envie de changer son univers, alors qu'on essaye de lui faire comprendre par tous les moyens. Donc c'est pour ça que j'aime pas tellement ce personnage et que ce film n'est pas dans les meilleurs, c'est parce que voilà, son héros n'est pas le meilleur héros des Disney, il est même un peu saoulant à la longue. Sans déconner, les deux seuls personnages que j'apprécie le plus dans ce film, alors c'est pas Penny, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois que c'est Penny, mais c'est à la fois Mitten, alors Mitten qui est la représentante du monde réel, qui a une histoire, qui a un background, qui a connu la vie avec les humains et qui sait que les humains ne sont pas tous parfaits, ils ne sont pas tous extraordinaires avec les animaux, et donc parfois il y a eu des moments de tristesse dans sa vie. Donc elle est véritablement ce symbole de la réalité qui essaye de faire prendre conscience à Volt que tout ce qu'il imagine, que tout ce qu'il croit être vrai est faux. Et l'autre personnage aussi qui est très intéressant et très drôle surtout, c'est Rhino, il me semble, le petit hamster, où là on sent que lui c'est également l'envie, c'est de sortir de sa bulle littéralement, qui est enfermé quotidiennement H24 dans une espèce de petite sphère, et lui découvrir le monde, c'est ce qui lui a toujours fait envie. Donc voilà, Volt n'est pas le meilleur film Disney, il est 10e de ce classement, c'est pas honteux, rassurez-vous, il y aura bien pire, mais on passe tout de suite à la 9e place. Eh bien les amis, je suis navré pour tous ceux qui apprécient les animaux, les chiens et qui estiment que La Belle et le Clochard 2 est le meilleur Disney de tous les temps et la meilleure suite de tous les temps d'un Disney. Eh bien je suis navré de vous le dire, mais non.
Non, ce n'est pas vrai, ce sont des fadaises, ce sont des sottises, arrêtez de croire à tout ce qu'on vous dit, à tout ce que vous lisez sur internet. La Belle et le Clochard 2 n'est pas un bon Disney. C'est même navrant de le dire, mais c'est vrai, c'est pas un bon Disney, et vous allez voir que son aîné n'est pas meilleur non plus. Parce que oui, on va quand même se l'avouer, on va quand même oser se dire les choses en face, les amis, au sujet de la licence La Belle et le Clochard. C'est pas l'un des meilleurs Disney produits par le studio, hein. Je ne sais pas vous, même moi, étant gamin, c'est vrai que La Belle et le Clochard 1, pardon, est magnifique. Il y a de belles musiques, il y a une belle relation entre le clochard et la Belle, justement. Mais en soi, c'est pas une licence extraordinaire, et je trouve qu'à certains moments, elle est énormément surcoté, voilà, hein, je m'avance peut-être, je mets peut-être un petit pavé dans la mare, mais La Belle et le Clochard, à mes yeux, c'est quand même assez surcoté, et je trouve qu'on en fait un petit peu tout un foin. Alors peut-être que je changerai d'avis en voyant le remake live sur Disney+, mais je trouve que c'est pas une licence qui mérite d'être considérée comme un grand classique Disney, et sa suite, eh bien, ne le mérite pas du tout, d'avoir ce titre de grand classique, surtout pas. Le gros problème pour moi avec ce film, alors c'est pas le héros, c'est la façon dont on va mettre en avant le héros, c'est-à-dire qu'on va avoir le personnage de Scamp, qui de prime abord, c'est le protagoniste du film, hein, c'est lui le personnage central, c'est sur lui que l'histoire va se dérouler, mais non, les réalisateurs ont trouvé ça bien d'en faire un petit peu le anti-héros de ce film, hein, c'est-à-dire que on va nous démontrer par tous les moyens que Scamp, eh bien, doit suivre la vie de son père, il doit suivre ses traces, il doit suivre le même chemin, il ne peut pas s'égarer sur une autre voie, non, il faut vraiment qu'il suive le chemin du patriarcat, et essayer de ne pas s'égarer. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu, c'est de ne pas avoir laissé le choix au personnage de Scamp de suivre sa propre voie. Malgré tout, ce que j'aime énormément avec ce film, c'est qu'il tend à nous démontrer que les voies ne sont pas tracées dans notre quotidien, qu'il est toujours possible de suivre son propre chemin, sa propre carrière, sa propre route, et de ne pas inutilement s'enfermer sur une seule et même voie. Il y en a énormément, il y a une multitude de chemins à parcourir, et c'est ça qui est très intéressant dans cette morale de fin, c'est que voilà, peu importe la voie qu'on va prendre, si on est heureux dans ce qu'on décide de faire, c'est le principal. Et je trouve ça extraordinaire de la part de ce Disney de nous montrer que c'est pas toujours le but de suivre le chemin que vont suivre tes parents. Il faut pouvoir faire tes propres expériences, vivre tes propres aventures pour décider de ce que tu veux faire. Et c'est ça qui est extrêmement beau avec ce Disney. Bref, sans plus attendre, on passe à la suite. Autant Bernard et Bianca est un Disney qui me fascine à chaque fois que je le revois, à chaque fois que je replonge dans son univers, de par son émotion, de par l'intention et l'humeur que ce Disney nous dégage, nous inspire, il nous transporte dans une belle nostalgie un petit peu qu'on aimerait retrouver, la nostalgie de notre enfance évidemment, qu'on recherche quotidiennement. Autant je trouve que le second volet au Pays des Kangourous n'est pas le plus réussi de la licence, et je me demande même, est-ce que Bernard et Bianca, est-ce que ça méritait vraiment une suite? C'est une question assez sérieuse là. Vous savez, je pense même qu'à l'époque, et c'était une époque différente, hein, Disney trouvait ça drôle, funny, lol un petit peu, hein, de faire des suites pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'était le quota des suites chez Disney, hein, c'est qu'il fallait en faire une à chaque film Disney, parce que c'était nécessaire, hein, Never Forget, Rox et Rookie 2, ou Bambi 2 évidemment, hein, pourquoi pas, mais en soi, Bernard et Bianca se suffisaient à lui-même, je trouve, parce que il y avait de l'émotion, il y avait de l'intensité, il y avait de très belles musiques, notamment celle d'introduction, il y avait une belle morale, notamment sur l'adoption des enfants et sur la tristesse et la déception que les enfants non adoptés peuvent ressentir. Donc ça, c'était très beau et très fort, mais le 2 n'apporte pas grand-chose de nouveau, au contraire, il est même assez fade par moments. Le seul côté positif du 2, et ça je vous l'ai dit en début d'introduction de cette transition, c'est qu'il nous démontre véritablement les enjeux écologiques du braconnage pour la faune et pour la flore, avec notamment le personnage de McCliff, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, McCliff, il me semble, hein, c'est ainsi qu'il s'appelle, le chasseur avec sa petite anguille assez drôle, mais voilà, c'est véritablement le seul enjeu du film, c'est de nous démontrer que le braconnage, ben, c'est mauvais, c'est pas bien, ça on le savait déjà Disney, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir fait le premier pas dans ce type de film, mais en soi, il n'est pas extraordinaire, le 2, je le redis. Alors, avec Chicken Little, c'est bien la première fois qu'un film Disney m'a déplumé de mon temps,
de mon argent et de ma passion inébranlable pour la firme aux grandes oreilles de Mickey. Hein. Honnêtement, s'il y a un film où j'ai un petit peu plus de mal, et là on entre tout doucement dans la catégorie des films assez moyens, presque mauvais, Chicken Little en fait aisément partie. Je suis désolé pour ceux qui l'apprécient énormément, mais moi je ne l'aime pas. Donc oui, Chicken Little est un film assez moyen. Je vais qualifier de moyen dans son ensemble pendant une bonne partie de son histoire. Hein. Il n'y a pas vraiment quelque chose d'assez intéressant, d'assez palpitant et intriguant. Le scénario ne vole pas excessivement haut. Et je pense surtout que cette licence a servi de crash test à Disney, et je pèse mes mots, pour un petit peu tester la 3D. Parce que oui, à l'époque, on est en 2006 je crois, Disney lance pour la première fois la 3D dans un de ses films, si je ne dis pas de conneries. Donc on sentait un petit peu que c'était les débuts de la 3D parce que les graphismes sont pas ouf, et c'est vrai que quand on met Chicken Little face à la Reine des Neiges, il n'y a que, je pense que c'est 7 ans entre les deux films, on voit quand même la différence. Donc oui, je pense que Chicken Little a surtout servi un petit peu de crash test, de premier jet avant de tester la 3D dans quelques années pour Disney. Le pire, ce qui me dérange le plus dans ce film, c'est tout simplement le pitch de base, c'est-à-dire qu'on va utiliser le thème des aliens qui viennent débarquer sur la Terre, hein, ce qu'on n'a pas excessivement pompé dans les derniers films récents à ce moment-là au cinéma, mais surtout finalement, cette visite d'aliens, c'était seulement une visite de courtoisie, c'était pour découvrir des fleurs sur la Terre ou des fruits, je ne sais plus quoi, mais il n'y avait pas de quoi s'emballer, quoi. Tout le monde dans le film s'est dit, oh, on va être envahi par des aliens, on va se faire enlever, on va se faire kidnapper, on va se faire torturer. Nous, en fait, les aliens, ils viennent juste un petit peu visiter la Terre, hein, voilà, c'est leur petite escale de voyage. Oui, hein, donc pour te faire une idée, si tu n'as pas trop compris le pitch, en fait les aliens ils viennent un petit peu tranquillement, une petite visite de courtoisie. C'est comme si toi ou moi on allait chez Sylvie la boulangère chercher le pain le dimanche matin et lui demander, oh tiens ça va Sylvie, comment tu vas, comment vont tes enfants, t'es toujours seule avec tes 12 chats, t'as toujours pas d'enfants, toujours pas de permis. Ben voilà, c'est juste une petite visite de courtoisie sans grand intérêt. Donc oui les gars, je conçois que visuellement c'était sympa, la chanson d'introduction, elle envoie quand même un petit punch dans la figure, et ça c'est très important pour un début de film. Donc là le film ne se foire pas, au moins dans l'introduction il est top. On comprend aisément la tristesse et l'inquiétude du père de Chicken Little qui doit tout gérer tout seul, parce que oui c'est un Disney, il manque évidemment la maman, hein, bah oui comme toujours, hein, c'est un quota chez Disney, il faut soit le père, soit la maman ou aucun des deux, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. Et puis merde, hein, au niveau de la 3D, vous auriez quand même pu attendre un petit peu avant au moins de faire vos tests. Je pense que le test aurait pu être Réponse, parce que Réponse, on a bien vu ce que ça a donné, la 3D c'était magnifique. Donc le parti pris de la 3D sur Chicken Little, bah c'était peut-être pas la bonne idée, peut-être qu'avec la 2D et un petit dessin, avec le mode de dessin de Disney sur des calques, ça aurait peut-être pu bien donner pour Chicken Little. Parce que voilà, il y a des films qui ont très bien réussi comme ça. La Princesse et la Grenouille, c'est en 2D, ça a très bien réussi. Hein. Donc pour Chicken Little, il aurait peut-être valu faire également en 2D. Mais bon, c'est un choix. Hein. Passons à la suite. Dans la vie, vous savez, parfois on a de bonnes idées. Et parfois on a de très mauvaises idées. Et bien ceux-ci, les enfants, les 101 Dalmatiens 2, c'est le genre d'exemple d'une mauvaise idée qui ne devait jamais voir le jour sur grand écran ou au cinéma. Donc déjà le pitch de base est très simple, hein, on va se focaliser sur un des Dalmatiens, à savoir Patch. Patch qui est un Dalmatien qui se sent être un Dalmatien parmi un Dalmatien, voilà, il est un petit peu perdu au milieu de tous ces Dalmatiens. Déjà là c'est un petit peu trop gnangnan et revu pour moi, hein, voilà, vous auriez pu prendre un autre postulat de départ, mais bon pourquoi pas. Mais ce n'est pas grave les enfants, parce que grâce à l'aide d'Ouragan, un chien star qu'il a vu à la télé, voilà, qui a une élégance et un charisme sur le grand écran, mais qui dans la réalité, lorsque les situations s'enveniment, eh bien il a tendance à partir un petit peu la queue entre les jambes, eh bien notre jeune Patch va décider de se collaborer avec lui pour retrouver sa famille qu'il a abandonnée dans cette grande maison lors du déménagement, parce que, comme vous le savez, ce n'est qu'un Dalmatien parmi les Dalmatiens. Je vous le dis tout de suite, rien ne va dans ce film, vous m'entendez ? Rien ne va dans ce film, le scénario ne vole pas haut, le personnage principal, en l'occurrence Ouragan, est inintéressant, mais quand je dis inintéressant, c'est inintéressant. Les morales à 2 balles sont vraiment à tomber par terre, c'est un coup dans l'eau, du genre oui, mentir aux enfants, ben c'est pas bien en fait, hein, il faut pas mentir, il faut rester sincère dans la vie, c'est très important. Et puis enfin, ce film n'a été fait que pour satisfaire un seul et même public, les fans de Disney, mais qui ont moins de 10 ans,
c'est-à-dire qu'il est un petit peu au-dessus, non. Voilà, donc moi je pense que ce film, il existe juste pour satisfaire les mômes qui ont entre 5 et 8 ans et demi. Au-dessus, c'est déjà un petit peu trop vieux et un petit peu trop mature pour ce film, voilà. Moi quand je l'ai vu, je crois que j'avais 11-12 ans, j'ai pas été fasciné par ce film. Les deux seuls points qui sont véritablement positifs de ce film, je trouve, c'est d'abord les musiques sont quand même entraînantes, hein. Mine de rien, depuis Chicken Little, les musiques sont quand même pas mal, c'est déjà un bon début. Les musiques sont cool, ça donne un petit peu de punch et de vie aux scènes qui parfois sont fades et sans grande profondeur, et les personnages, voilà, volent pas très haut dans certaines répliques. Et puis deuxièmement, l'autre point positif, c'est l'artiste engagé par Cruella, en fait, qui est un petit peu le running gag de l'artiste souhaitant absolument chercher le style parfait pour impressionner son public. Voilà, il va véritablement essayer toutes les œuvres possibles et inimaginables. Il va être traité comme de la merde par Cruella, mais voilà, il a un bon fond et c'est un personnage assez attachant. L'archétype même de l'artiste qui cherche absolument la perfection dans ses œuvres pour impressionner son public. Mais sinon, à part ça, le scénario, il vole pas haut, je vous le dis. Il vole pas haut, ce film des 101 Dalmatiens 2. Vous savez, je suis une des rares, et quand je dis une des rares, une des très rares personnes à défendre bec et ongle le Roi Lion 3, parce que pour beaucoup de personnes, ce film n'existe pas. Ce film n'existe pas, il est considéré comme une merde infâme, une merde sans nom, un film qui ne devrait jamais exister, mais moi je trouve qu'il a de bonnes idées, il y a de bonnes idées derrière ce film, et il y a de bonnes intentions surtout, donc j'ai quand même envie de le défendre. Alors oui, il est 5e des pires films Disney de mon classement, mais il a quand même des petits points positifs. Parce que oui, ce film retrace la rencontre et surtout le point de vue du duo comique, à savoir Timon et Pumba qui se découvrent, qui se rencontrent au gré des vents et au gré d'un chemin. On apprend à les connaître, on apprend à découvrir leur background, leur passé, leur histoire. C'est très émouvant, c'est très touchant, et puis le film en soi est très drôle, c'est très comique, c'est très fun. Il y a un petit vent de fraîcheur en fait sur ce film, et c'est ça que j'aimais bien parce que ça tranchait complètement avec le deuxième volet de la saga. Voilà, le Roi Lion 3 se veut avant tout comique, drôle, et surtout il raconte l'histoire du meilleur duo comique chez Disney. Et ça j'aimais vraiment énormément quand j'ai vu le Roi Lion 3 pour la première fois, et même quand je le revois, c'est toujours un plaisir. Je vous vois déjà venir, vous allez me dire, mais oui, mais Alexandre, enfin, s'il y a autant de points positifs, pourquoi est-ce qu'il est 5e? Pourquoi est-ce qu'il est 5e de ton top 10 des pires films Disney? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, tout simplement pour une trop grande utilisation des vannes et de l'humour à 2 balles, à 3 francs 50, qui, en grandissant, n'est plus drôle, je suis désolé. Et surtout, c'est d'avoir privilégié la rencontre Timon-Pumba sur le fond de la naissance de Simba, au lieu d'avoir fait une histoire uniquement, et je dis bien uniquement, centrée sur nos 2 personnages. C'est-à-dire, je trouve ça dommage qu'il y ait toujours eu ce lien, en fait, avec la Terre des Lions, alors qu'on aurait très bien pu faire un film totalement neuf et différent, c'est-à-dire uniquement se baser sur Timon et Pumba, et vivre tout simplement leur aventure, leur histoire, leurs émotions, voilà, leur coup de cœur, leur déception, mais sans véritablement avoir ce lien continuel avec Simba. J'aurais trouvé ça plus intéressant d'avoir juste Timon et Pumba, voilà, juste l'histoire des deux, sans qu'on nous dise « Ah ouais, mais en fait, il y a Simba qui est monté sur le trône ». Non, 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 pour ça vous nous faites un film juste sur Timon et Pumba, et pas sur finalement le Roi Lion en soi. Encore une fois, être 5e, c'est pas encore une tare, c'est pas être considéré comme très mauvais, c'est un mauvais film, voilà, c'est un mauvais film, Le Roi Lion 3, qui a de bonnes idées, mais c'est un mauvais film, c'est un mauvais Disney, qui aurait pu être mieux s'il y avait eu de meilleures idées. Voilà, encore une fois, je regrette qu'il y ait cette trop grande utilisation de l'humour à 3 francs 50 par-dessus le comptoir, et qu'on ne se soit pas uniquement concentré sur le duo Timon et Pumba, et qu'on décide de garder forcément l'histoire de Simba, de Scar, du Roi Lion, parce que c'est le Roi Lion 1/2, hein, et en plus dans les titres VO c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est le Roi Lion 1/2, hein, comme si le 2 n'avait pas existé, mais voilà, je trouve ça dommage, donc c'est pas encore une tare d'être 5e, mais c'est dommage pour un film que j'apprécie revoir de temps en temps, d'en dire du mal, et voilà, mais je vous rassure, le pire va arriver, on y approche. Alors les amis, il est temps d'aborder le cas de Peter Pan 2. Alors Peter Pan 2, c'est un petit peu du 50-50. Soit on l'apprécie énormément, soit on le déteste. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Eh bien, je vais essayer de l'apporter, la demi-mesure, parce que le film, pour moi, est
mauvais, c'est un mauvais, presque très mauvais film, mais il a quand même de bons côtés. Il a de bons côtés parce que ça change un petit peu avec le ton enfantin et humoristique du premier. Et là, on est carrément dans quelque chose de différent, d'un petit peu plus sombre, d'un petit peu plus lourd et presque d'un petit peu plus adulte, j'ai envie de vous dire. Si vous vous souvenez bien, le premier volet, alors il se déroulait, il me semble, dans les années 20, hein, si je dis pas de conneries. Je pense que c'est dans les années 20 hein, que le premier se déroule. Faudrait vérifier de toute façon. Mais le premier avait un petit peu cette ambiance, cette image enfantin, plein de rêves, plein d'imagination. On était basé sur l'imaginaire, sur l'enfance, sur la découverte. Voilà, c'était quelque chose de très coloré, de très amusant. Le deuxième, on est quand même dans une ambiance un petit peu plus sombre. Déjà, on est pendant... je pense que c'est la Deuxième Guerre mondiale. On est pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les bombardements de l'Angleterre, et c'est pas un film qui est propice entre guillemets à l'imagination ou à l'enfance. Là, on entre clairement dans la vie d'adulte. Je vais même vous dire une chose, je suis loin d'aimer le personnage central, c'est-à-dire Jeanne, qui est la fille de Wendy, la fameuse descendante de la Wendy Angela Darling. Mais ce que je n'apprécie pas avec ce personnage, c'est le traitement qui lui est fait. C'est-à-dire que beaucoup lui tombent dessus, beaucoup lui crachent dessus en disant « Oui, mais enfin, c'est inadmissible, comment est-ce que tu ne peux pas croire aux fées? Comment est-ce que tu ne peux pas croire à Peter Pan? Enfin, comment est-ce que tu ne crois pas au pays imaginaire, à tout ça, quoi ?» Ben, j'ai envie de vous dire, la pauvre Jeanne, elle a quand même vécu dans les malheurs de la guerre, hein, c'est-à-dire que son père est parti se battre à la guerre, hein, en n'ayant aucune nouvelle de lui, aucune lettre, elle est quasiment sous le joug des bombardements tous les jours, donc comment voulez-vous, avec autant de malheurs et une situation aussi difficile qu'elle a vécue pendant des années, de croire encore à ses enfantillages? Elle, ça fait depuis 4-5 ans qu'elle est dans le monde adulte, donc elle, les seules choses entre guillemets qu'elle a connues étant enfant, c'est les bombardements, c'est la guerre, c'est la misère, c'est les malheurs, c'est le questionnement perpétuel. Est-ce que demain je vais vivre? Est-ce que j'aurai à manger? Est-ce que je pourrais revoir mon père, ma famille? Donc elle n'est pas dans ce trip de dire je crois aux fées. Donc arrêtez un petit peu de lui tomber dessus, c'est pas de sa faute si elle a quand même connu les pires malheurs qui soient dans sa pauvre vie, cette pauvre petite Jeanne. Là par exemple où le film se plante complètement à mes yeux, c'est sur le ton et sur le caractère des personnages tout simplement, qui sont tout simplement insupportables, chiants, à l'instar d'un Peter Pan qui, contrairement au premier volet où il était un petit peu plus ouvert à la discussion, voilà, on sentait que c'était le chef des enfants perdus, mais c'était pas un sale gamin, un sale gamin égoïste ou quoi que ce soit. Dans le 2, mon Dieu, misère, c'est un personnage insupportable, c'est-à-dire que chaque réflexion de Jeanne ou d'un de ses enfants perdus va le mettre en rogne. Chaque fois que quelqu'un va oser dire qu'il ne croit pas aux fées, c'est presque comme si lui, il prenait une matraque et il tabassait le personnage pour lui dire « Tu vas croire aux fées, oui ?» Non, je pense que le film se rate complètement et se loupe dans l'intention des personnages, à part le capitaine Crochet qui est... Qui est tourné en ridicule, et ça c'est frustrant, je vais y revenir, mais les personnages principaux et secondaires sont chiants. Franchement, je trouve que celle qui sort le plus du lot, c'est Jeanne, très clairement. En plus, je suis désolé, quoi, le Peter Pan de Disney, et celui de Disney surtout, c'est le symbole de l'enfance, de l'insouciance, de l'imaginaire, de la rêverie, de tout ce qu'on aime, entre guillemets, quand on est enfant, voilà, de tout ce qu'on a envie de garder quand on est encore en culotte courte. Alors pourquoi en avoir fait un sale gamin? Pourquoi en avoir fait un gamin insupportable, qu'on a envie de gifler à tour de rôle parce qu'il est mal poli, il est mal élevé? Je suis désolé, même le Peter Pan de Once Upon a Time, qui est méchant en soi, il est bien meilleur que lui. Voilà, c'est pour vous dire. Donc oui, je comprends pas votre logique à ce moment-là, Disney, d'en faire le pire personnage principal qui soit. Alors, ne parlons même pas évidemment hein, du capitaine Crochet dans le Peter Pan 2 qui est tourné en ridicule, qui est juste là pour faire des gags alors que quand même c'est l'un des meilleurs méchants, les plus charismatiques de cet univers Disney. Mais non, vous en avez fait un gag malheureusement. Le scénario, n'en parlons pas, il est fait en bois, il est pondu par je ne sais où, hein. Donc non, puis Peter Pan 2, c'est clairement l'exemple du film Disney qui s'est planté, qui a eu de bonnes idées, mais qui n'a pas su les mettre en évidence et en application. Mais rassurez-vous, nous arrivons à la 3e place, et nous avons déjà fait 40 minutes de vidéo, donc c'est assez long, évidemment. La 3e place, ça va être assez marrant, vous allez voir. Enfin, Cars 2, un film complètement nul. Moi qui commençais à désespérer quand même dans ce top d'avoir un film sur lequel me déchaîner.
Alors autant le troisième volet de la saga était intéressant parce qu'il proposait de bonnes choses, il y avait de l'émotion, il y avait une rivalité qui était retrouvée entre Flash McQueen et son nouveau rival, une voiture un petit peu plus moderne, entre guillemets, une voiture qui vit dans l'air du temps, et puis ça rejouait un petit peu sur la nostalgie avec ses anciens souvenirs, ses anciens tours de circuit, voilà, il se posait beaucoup de questions, mais alors le 2, cette suite en mode espionnage, typé espion, ça n'a aucun sens, et c'est pas un film intéressant du tout. Honnêtement, et je le dis avec sincérité, à partir du moment où vous avez décidé que Martin la dépanneuse et ses blagues à 3,50 francs par-dessus le marché, qui font même pas rire, hein, parce que c'est même pas drôle, vous vous êtes dit, ouais mais lui il mérite d'être le héros du film, il mérite d'avoir sa chance, il mérite d'être en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui. Eh bien là, vous avez signé votre arrêt de mort. La licence Cars, à partir de ce moment-là, a signé son arrêt de mort. Je pense que c'était la pire décision possible à prendre, et malheureusement ils l'ont prise. Ah là là, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, parfois, hein, pour le marketing ou pour les jouets ou pour vendre des produits dérivés, on prend des décisions un petit peu à la hâte. Non mais les gars, déjà en temps normal, ce personnage, il est parfois insupportable, ça peut même être un vrai calvaire, alors pourquoi en faire le héros du film ? Pourquoi en faire le personnage principal? Pourquoi en faire le principal protagoniste de ce film, alors que vous avez un Flash McQueen qui est encore là, et qui a encore de bonnes intentions à démontrer? Et moi, en même temps, je comprends un petit peu la rancœur de Flash McQueen à un moment donné contre Martin dans le film. Pour moi, celui qui aurait dû être encore mis à l'affiche durant ce film, c'est Flash. C'est Flash McQueen, c'est pas Martin. On va être honnête, à quel moment Martin, il mérite d'être le héros d'un film? Sincèrement, vous auriez pu, et très bien pu vous dire, de créer un pilote un petit peu sans foi ni loi, franchement, qui participait au rallye du championnat du monde, ça aurait été intéressant, qui avait un background, où il avait une envie de faire un petit peu mal aux autres concurrents, et là, Flash aurait pu intervenir, avec l'aide de Martin en tant que personnage secondaire, mais non, vous vous êtes dit que bah c'était mieux quand même de faire un film d'espion, hein, pour un petit peu démontrer comment Martin il se sert de tous ces gadgets high-tech, et puis surtout c'est pour vendre des jouets aux petits bambins, parce que oui, on va être d'accord sur une chose, ce film il ne sert qu'à une chose, remplir les caisses du service marketing. Il suffit de voir un petit peu hein, tous les gadgets high-tech qu'ont Mister 007 et sa compagne, hein, des voitures qui tirent des lasers, qui volent, qui ont des ailes. Ah non, ça c'est pour remplir les rayons chez Maxi Toys, ça. Hein. Ce qui est marrant avec ce Disney quand même, c'est que c'est soit noir, soit blanc. Il y a des gens qui vont clamer haut et fort que c'est le meilleur Disney de tous les temps, en disant que voilà, il n'y a pas mieux comme Disney au monde, et d'autres, ben, un petit peu comme moi, qui vont dire que c'est un film qui est très mauvais, et qu'on a envie de détester, et qu'on a envie de prendre la cassette, de la balancer par la fenêtre, parce que c'était très mauvais. Est-ce que j'ai dit encore très mauvais? Je pense que c'est assez maintenant. Eh bien, chers amis, je suis ici un petit peu pour briser vos rêves, hein. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui, de vous sortir un petit peu de votre confort Disneyphile. On va rétablir une vérité, une vraie vérité à propos d'Atlantide et l'Empire perdu. Ce n'est pas un bon Disney. Loin de là. C'est un très mauvais Disney, honnêtement, en tant que film Disney je parle. Hein. Peut-être que le remake live sera excellent, je n'en sais rien, mais en tant que film Disney, il est très mauvais. Et je vais même dire, je le déconseillerais à mes enfants. Oui, je le déconseillerais à mes enfants. Honnêtement, je préfère, et là je vais être de mauvaise foi, je préfère qu'ils regardent 100 fois Cars 2 et qu'ils se disent c'est cool, je peux être un espion, que de regarder Atlantide, l'Empire perdu. Non. Peut-être le remake, ils le regarderont, mais le Disney, non. Parce que dans Atlantide, l'Empire perdu, s'il est deuxième, c'est qu'il y a quasiment rien qui ne va dans ce film, hein. Faut être honnête, le scénario est incohérent, il y a plein de trous dans le scénario, on sait pas d'où ils sortent, l'histoire est plate, c'est pas palpitant du tout, franchement, moi par moments je m'ennuie devant ce film, je suis désolé de le dire, il y a des personnages qui sont sans profondeur, à part quelques-uns qui arrivent à sortir du lot, mais la plupart se noient dans un marasme inutile, voilà, d'incohérence, de tout ce que vous voulez, il y a un délaissement total de l'histoire au profit de l'image et du spectaculaire, et ça c'est quand même très grave d'avoir délaissé l'histoire du film qui est extraordinaire pour juste nous montrer des magnifiques backgrounds, des magnifiques plans, parce que oui on sait que c'est magnifique mais c'est pas ça qui fait un film. Donc vous m'avez compris, rien ne va. Milo est un personnage catastrophique, Milo c'est horrible, le personnage qu'il essaye de nous transmettre, il n'y a rien qui va chez lui, il est chiant, il est fade, il n'a pas de profondeur, et surtout son seul background, c'est-à-dire son seul
passé, voilà, hein, il y a des personnages qui ont un passé qui est très bien forgé depuis des années. Lui, le seul truc, c'est clairement, je veux réussir le rêve de mon papy chéri. Ouais, non, je suis désolé les gars, c'est trop gnangnan, ça a pas d'intérêt, c'est pas un passé qui donne envie d'apprécier le personnage. Si à la limite il avait dit, ouais, mon passé il a fait plusieurs guerres, il a essayé de trouver le royaume d'Atlantide il y a des années, il m'a laissé plein de photos au lieu d'un stupide bouquin. Là ça aurait été intéressant parce que Milo, son papy on le voit juste une fois, hein. Après on ne le voit plus du tout. Donc ouais, c'est très peu hein, comme petit background pour un personnage principal quand même. Rassurez-vous, hein, d'autres personnages sont tout aussi chiants que Milo, il n'est pas le seul. Hein. Même le méchant de base, il est prévisible à 10 000 mètres à la ronde, tu sais déjà que c'est lui le méchant. Dès le moment où tu le vois, tu sais que c'est lui. Il y a des films, voilà, tu sais pas trop, t'attends, hein, mais là tu le savais. Il y a d'autres personnages qui sont chiants, comme la taupe, le gars qui fait la cuisine, enfin voilà, c'est vraiment très chiant. Les deux seuls personnages intéressants et qui m'ont donné un petit peu plus de palpitant, je vais dire, dans ce film. D'abord c'est Enzo, voilà, Enzo moi je l'adore, hein, celui qui adore faire péter tous les trucs avec de la dynamite, enfin, tu vois, il est excellent lui, c'est génial. Et Elga, elle est quand même extraordinaire, on sent que c'est une femme forte, qui a du vécu, qui n'a pas froid aux yeux, qui ne se laisse pas marcher dessus, qui a du caractère. Donc voilà, c'est un petit peu les deux personnages qui ressortent du lot. Il y a aussi les musiques bien évidemment par moments qui sont très belles, mais c'est largement insuffisant pour faire d'Atlantide et l'Empire perdu un très bon film Disney. La preuve, il est ici, il est deuxième, ça veut dire qu'il est pas bon. Voici donc les amis le pire Disney à mes yeux qu'il puisse exister dans les films d'animation. Ah oui, Taram et le chaudron magique. Taram et le chaudron magique est sorti en 1985, donc ça date quand même un petit peu, hein, ça fait un petit peu loin. Et à l'époque, à sa sortie, Taram était pressenti pour être un des grands films Disney, hein, parce que voilà, il y avait un thème qui changeait, on parlait surtout de la donjon fantasy, des dragons, de la magie, voilà, et c'était un thème un petit peu plus obscur, ça tranchait un petit peu avec le mode opératoire de Disney, donc il y avait de la matière pour faire un très bon film qui aurait pu rester dans les annales de la Disneyphilie, des Disneyphiles, voilà, mais malheureusement, Taram s'est planté en beauté, et ce pour plusieurs raisons. Le premier point, à savoir le couac de ce Disney, c'est son thème. C'est-à-dire qu'on va être un petit peu dans de la magie, donjon fantasy, ce qui n'est pas habituel chez Disney, on va quand même se le dire. Hein. Je serais curieux de savoir, vous les petits malins, sortez-moi un film Disney qui parle de donjon et de fantasy. Je pense que Taram c'est le seul. Hein. Et à l'époque où il est sorti, ben, ça tranchait un petit peu avec les codes habituels chez Disney. La plupart des personnages sont insupportables, sans profondeur, sans background, voilà, ils sont tous chiants à mourir, t'as envie de les claquer tellement ils t'énervent devant ta télé. Et ensuite, eh ben, c'était tout simplement aussi le thème. On était dans une ambiance très glauque, très sombre, très froide, parfois même glaciale ou horrifique, quelque chose qui n'est pas habituel chez Disney. D'habitude, Disney préfère des mondes idylliques pour les enfants. Là, on était vraiment dans un monde presque adulte en fait. Hein. Je vais même vous dire une chose, quasiment tout m'insupporte dans ce film. Son histoire, ses personnages, les réactions de ces derniers, la morale de fin, comment est-ce que certains personnages décident d'agir alors que ben, c'est une idée à la con. Voilà, il y a rien qui ne me plaît dans ce film. Donc chaque fois que j'en vois Taram, c'est presque un supplice pour moi. Je vous le dis, c'est presque un supplice. Forcément, si je vous parle de Disney, il y a un personnage, évidemment, que vous attendez que je parle avec impatience, parce que j'ai déjà fait un instant Disney dessus. Alors, le plus gros problème de Taram et le chaudron magique, c'est son personnage principal, à savoir Taram. Voilà, hein, le soi-disant preux chevalier qui espère devenir un très grand chevalier à l'avenir, mais rien ne va avec ce personnage, il est insupportable. Parce que malgré les gros efforts de Christophe Lemoine dans son comédien de doublage en version française, je pense que c'est la première version, il me semble, hein, parce que maintenant c'est difficile de la retrouver, malgré tous ces efforts pour le rendre attachant, drôle, humain, ça ne marche pas, parce que Taram est un personnage qui est insupportable à l'écran, il est râleur, il est malpoli, il est sexiste, il est macho, il est impoli envers la gente féminine. Non, son palmarès ne joue pas en sa faveur, hein. Je pense que s'il devait passer un entretien d'embauche, il serait recalé avant même d'avoir ouvert la porte.
L'autre gros point négatif du film, ce sont tous les autres personnages qui entourent le personnage principal, qui sont chiants, voilà, il n'y a aucun intérêt à les apprécier, ils n'ont pas de background, ils n'ont pas d'histoire, c'est pas drôle. Donc voilà, c'est un petit peu aussi le gros problème du film, c'est que tu as un petit peu l'impression que le film ne repose pas sur un groupe d'individus, sur une unité, non, il repose sur un seul et même personnage, mais je suis désolé, Taram à lui tout seul ne peut pas faire tenir un film d'1h30, je suis désolé, c'est comme ça. Il faut quand même qu'il y ait une équipe pour le soutenir dans ce film, qui fasse fonctionner l'histoire, qui la fasse avancer. Là, t'as un peu l'impression en 1h30 que Taram, il est surtout aidé par des bras cassés, qu'il a trouvé comme ça au gré du bois, mais qui servent à rien avec lui, hein. Le seul personnage, et c'est la jante féminine encore une fois qui semble sauver un petit peu les meubles, hein, on ne vous remerciera jamais assez mesdemoiselles, c'est la princesse Elonoui. Voilà, la princesse Elonoui reste encore un personnage potable dans ce film, et encore, mais c'est un petit peu elle qui reste attachante à mes yeux. Voilà, s'il y a une raison pour laquelle je devrais avoir Taram, c'est pour la voir. Peut-être pas pour son gloussement, mais ce serait pour voir Elonoui un petit peu sauver les meubles. Pour vous donner une idée d'ailleurs un petit peu dans la période à laquelle Taram est sorti, donc Taram est sorti après Rox et Rookie, voilà, donc Rox et Rookie qui a quand même fait un petit peu de chiffres, si j'essaye de les trouver je vous les mettrai ici. Ensuite il y a eu Basile, détective privé, voilà, donc après Taram tu as eu Basile, détective privé en 1986, que j'ai revu très récemment d'ailleurs, je crois avant-hier, et c'est un excellent film, mais Taram en fait est au milieu d'un jeu de quilles, voilà, il est en plein milieu du jeu de quilles, tu sais pas pourquoi il est là, il fallait mettre un film à ce moment-là, et c'est Taram qui a été mis, malheureusement, les chiffres ne sont pas en sa faveur à Taram et le chaudron magique. Je prends juste mon texte de minutes parce qu'il faut que je vous parle notamment de la différence de chiffres entre ce qu'a fait Taram et le chaudron magique et Basile, détective privé. Donc je prends juste ces deux films-là parce que l'écart est abyssal les gars, franchement l'écart est abyssal. Alors Taram, il n'a rapporté que, bon, faut prendre avec des pincettes, que 21 millions de dollars au box-office. Ce qui est pas mal du tout en soi, hein. Mais la souris détective, elle a rapporté 38 millions de dollars au box-office. Pour une souris détective, vous saisissez le truc ? Et bien voilà, les amis, après 30 minutes de tournage de cette deuxième partie, j'espère honnêtement que la vidéo ne sera pas trop longue. Si jamais elle est trop longue, ben, on décalera ce top-ci au mois de juillet, voilà. Et je mettrai juste une vidéo mise au point à la limite en juin, et la review time sur Five Wedded Brides. Donc j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais merci à vous d'être restés jusqu'au bout de ce top 10 de mes pires films Disney. Encore une fois, je le rappelle, ce top est tout à fait subjectif. Vous pouvez très bien avoir un classement qui est totalement différent du mien, et j'espère que vous le mettrez dans le commentaire, parce que j'ai envie de lire ça, moi. Rassurez-vous, ce ne sera pas pour tout de suite, mais je ferai évidemment un top 10 de mes meilleurs films Disney, parce qu'il y en a déjà un qui est en préparation sur mon ordinateur. Donc je ne sais pas quand il arrivera, normalement ce ne sera pas le prochain. Il me semble que le prochain ce sera un truc sur les séries, voilà, le prochain top perso ce sera sur mes séries préférées. Donc on changera un petit peu d'univers, mais voilà, je trouve ça intéressant un petit peu de parler des séries que j'adore, et puis il y aurait peut-être moyen d'avoir qu'on ait les mêmes tout simplement. Donc soyez au rendez-vous. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important de vous abonner à la chaîne parce que vous êtes excessivement nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés à cette chaîne YouTube. Donc voilà, je mettrai le chiffre ici quelque part, mais allez, abonnez-vous, voilà, je fais quand même du bon contenu, je fais de petites vidéos sympas, on rigole, on fait des petits jeux de mots, je vous apprends de jolis mots, hein, ce qui est très cool aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à lâcher le petit pouce bleu pour le petit référencement, c'est toujours sympa. Vous abonner en cliquant sur cette petite cloche là pour être averti au cas où des prochaines vidéos, et de laisser votre petit commentaire, même un petit bonjour, un petit il pleut chez moi ce matin, voilà. C'est toujours sympa de lire ce genre de com, donc n'hésitez pas à commenter également sur cette vidéo, et merci encore à tous de l'avoir suivi, cette nouvelle et longue vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. On se retrouve normalement fin du mois pour la review time sur Five Wedded Brides, un animé sur 5 belles quintuplées. Donc voilà, soyez au rendez-vous, petite critique à chaud bien sympa, et à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, sortez couverts avec vos masques. Salut!